Bienvenue à toutes celles qui nous regardent pour ce nouveau format qui s'appelle Garde la pêche, ramène ta fraise en duo avec aujourd'hui Clotilde Dussoulier. C'est la première fois que vous me voyez faire une interview publique. Je ne fais jamais d'interview, c'est une première, mais j'ai décidé de lancer ce format cette année parce que je me suis rendu compte que ce qui m'avait le plus apporté ces derniers mois, c'était de parler avec d'autres entrepreneuses. Avant, j'apprenais beaucoup en lisant des livres, en écoutant des podcasts, en regardant des vidéos comme vous faites aujourd'hui. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, j'apprenais encore plus en rencontrant d'autres personnes qui ont implémenté des choses, qui ont pratiqué, qui ont échoué, qui ont appris et que c'était un énorme raccourci. Donc, tout simplement, ce format, il est là pour partager les pépites que moi j'apprends. Et Clotilde, on en a eu des pépites ensemble, donc ce sera l'occasion d'en rediscuter. Très égoïstement, c'est aussi une manière et un prétexte pour aller parler à des gens cool, que j'aime bien. Et dernière chose aussi, c'est une première pour ce format, donc comme d'habitude, je compte sur vous pour me dire si vous avez aimé, liker la vidéo, commenter, vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines, mais surtout me faire vos feedbacks, qui vous aimeriez voir, les questions, etc. C'est comme ça que je crée tous mes formats, c'est avec vous en les améliorant. J'accueille mon invité, notre invité d'aujourd'hui. Depuis des années, je vois dans les classements Apple Podcast, son podcast, dans la catégorie que je préfère, qui est la catégorie développement personnel. Moi, j'aime bien aller scroller, regarder les petites pépites. Et à chaque fois, depuis des années, même il y a 3 ans, on ne se connaissait pas, Clotilde, mais je voyais déjà ton podcast Change ma vie dans le top 10 Apple. Et donc, on peut dire que c'est une vraie réussite en termes de création de contenu. Donc, rien que pour ça, je tenais vraiment à t'avoir avec nous aujourd'hui. Ensuite, j'ai halluciné quand on s'était pas encore parlé, que je te connaissais pas et que je t'ai vu apparaître dans mes notifications Stripe de mes clientes. J'ai vu Clotilde Dussoulier, j'ai fait mais est-ce la vraie? Donc j'ai eu un deuxième contact avec toi par ce biais-là. Et ensuite je t'ai rencontré et là j'étais en mode super fangirl. Et derrière la créatrice de contenu, derrière la cliente que tu es devenue, et puis j'ai découvert une entrepreneuse hors du commun pour plusieurs choses. Tu m'as parlé de la manière dont tu as créé ta boîte, dont tu gères ton équipe, dont tu délègues. Tu m'as parlé de la structure que tu as mis en place, de la manière dont tu produis tes contenus qui sont d'une extrême qualité. Et surtout, j'ai découvert la personne humaine que tu es, que j'ai adorée. Donc, je suis très heureuse de t'accueillir ici pour être cette première invitée. Première interview, garde la pêche, ramène ta fraise. Clotilde Dussoulier, CEO de Change ma vie, master coach certifié, entrepreneuse depuis 2003, autrice d'un livre qui paraît le 7 mai, qui s'appelle La méthode Change ma vie, hôte du podcast Change ma vie, qui a plus de 300 épisodes. Clotilde, bienvenue. Est-ce que j'ai oublié des choses? Écoute, je sais pas, mais des bouquets de fleurs, de compliments comme ça, tu m'en fais tous les jours si tu veux. Merci beaucoup Nina, merci de me recevoir. Je te renvoie à mon tour toute l'admiration que j'ai pour ce que tu fais, comment tu le fais, l'énergie que tu apportes à ta communauté, à tes clientes, voilà, l'intégrité que tu apportes à tout ce que tu fais. Je pense que ça aussi c'est un des points communs qu'on a, je pense, reconnu l'une dans l'autre. C'est la grande le fil rouge de la sincérité qui porte tout ce qu'on fait et je pense qu'on se reconnaît, la tribu d'entre nous qui avons ça en commun. Tu n'as pas fait que du podcast dans ta vie. Petit spoiler. Deuxième chose, c'est vraiment cette idée d'avoir une équipe. Je voulais un peu creuser parce que je sais que aujourd'hui, quand on est coach, on s'imagine souvent se lancer en solo. Puis bon, faire ses coachings. Toi, tu as monté une boîte avec une équipe, tu as des salariés aujourd'hui. Donc, je voulais un peu creuser là-dedans, savoir comment tu avais scalé ce modèle-là de coach. Et la troisième chose, je voulais utiliser un petit peu tes compétences de coach à l'usage de la communauté de femmes entrepreneuses qui nous écoutent, et notamment pour les aider à 2 choses. La première, c'est comment créer du contenu, faire sauter un peu les blocages mindset. Et la deuxième, c'est un petit peu voir les outils de coaching qu'on peut mettre à disposition de celles qui doutent souvent d'elles-mêmes. Voilà, c'est un peu les 3 grands thèmes. Je te propose qu'on attaque tout de suite avec la création de contenu au service de ton business. Clotilde, avant d'avoir un super podcast à succès dont j'ai parlé tout à l'heure, Change ma vie, tu es autrice d'un blog qui s'appelle Chocolate
and Zucchini. C'est comme ça que tu as démarré ta première entreprise, en fait. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce blog? C'est un blog de quoi? Comment t'es arrivé là, sur la création de contenu? Oui, alors moi, mon parcours avant d'être coach, enfin coach, c'est mon troisième chapitre entrepreneurial, enfin non, troisième chapitre professionnel, deuxième chapitre entrepreneurial. J'ai une formation d'informatique de gestion à la base, donc moi j'ai fait des études pour devenir ingénieur en informatique à Dauphine, à Paris. Je suis partie aux États-Unis à la fin de mes études pour travailler dans la Silicon Valley. Et puis, au bout de quelques années à travailler dans ce domaine-là, c'était super intéressant. Je bossais dans des boîtes vachement intéressantes. On était revenus en France avec mon copain de l'époque, qui est aujourd'hui mon mari et le père de mes enfants. Et en fait, je m'étais découvert une passion pour la nourriture et la cuisine en étant aux États-Unis, parce que le recul et l'expatriation m'avaient permis de me rendre compte que ce que moi je trouvais normal à manger, ce que je trouvais être juste de la nourriture, et ben en fait, ça disait beaucoup de moi, ça disait beaucoup de mon histoire, et que les gens que je rencontrais, je voyais qu'ils mangeaient pas la même chose que moi et que ça disait quelque chose d'intéressant sur eux, sur leur histoire. D'autant que dans la Silicon Valley, il y a quand même des ingénieurs qui viennent de partout dans le monde, donc il y a voilà, il y a beaucoup de mixité culturelle et culinaire. Bref, j'ai démarré un blog de cuisine. J'étais la première Française à créer un blog de cuisine en 2003. À l'aube des blogs. Et en fait, ça m'a vraiment permis de conjuguer deux passions qui étaient les miennes, c'était l'écriture et la cuisine. Et en fait, ce que je faisais sur le blog, c'était raconter des histoires autour des recettes, autour des spécialités, autour de moments cueillis de la vie quotidienne. Et ça a tout de suite très bien marché, à tel point que je me suis dit, en fait, si je pouvais faire ça à temps plein, ce serait quand même génial. Et donc, j'ai exploré différentes façons de vivre de la cuisine et de l'écriture. Un métier qui n'existait pas du tout à l'époque, celui de blogueuse culinaire. Et donc, quand j'ai pu valider le modèle, j'ai lâché mon job. Et ça fera d'ailleurs le 7 juillet, là, ça fera exactement 20 ans que je suis à mon compte, puisque j'ai démissionné. Voilà, mon dernier jour de salarié, c'était le 7 juillet 2004. Et donc j'avais presque 25 ans à l'époque. Là, j'en ai presque 45. Et donc j'ai bossé pendant à peu près 14 ans en tant qu'auteur culinaire. Et donc j'ai écrit des livres, j'ai écrit dans la presse, j'ai fait de la création de recettes. Voilà, j'ai inventé tout un écosystème d'activités autour de. Mais c'était vraiment les deux. Le cœur du réacteur, c'était l'écriture et la cuisine. Et donc c'est ça que j'ai fait. Ouais, en fait, t'as commencé à faire ton acquisition. Donc, ce que t'as fait, c'est que tu t'es dit, je me lance, je me mets à écrire, et puis comme ça, je vais trouver des lectrices ou des lecteurs, d'ailleurs. Et au travers de ça, je verrai bien ce que j'en fais. Est-ce que tu t'es dit à ce moment-là, bon, je vais créer du contenu et puis après, je verrai? Ou est-ce que tu l'as fait tout de suite avec l'intention, surtout qu'à l'époque, comme tu disais, c'était le début, ou est-ce que tu l'as fait avec l'intention de te dire, je vais le monétiser un jour? Comment c'est passé? Alors, je pense qu'un des secrets du succès des deux formats de contenu que j'ai créés, aussi bien Chocolate and Zucchini que le podcast Change ma vie, c'est que le moteur initial, il est celui du partage. Avec vraiment, je me souviens, dans les deux cas, il y avait vraiment quelque chose qui avait besoin de sortir de moi. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais vraiment envie de créer un environnement dans lequel je pouvais parler de ces deux sujets, donc dans un cas la cuisine et dans l'autre cas le développement personnel et le coaching, parler de ces sujets qui me passionnaient avec des gens qui allaient finalement lever la main, au lieu de bassiner mon entourage, des personnes qui allaient lever la main et dire oui, ça m'intéresse que tu me parles de ça m'intéresse ces sujets, et où du coup j'avais l'autorisation de geek out en fait sur ces sujets. Et je pense que le fait que ça vienne d'abord et avant tout d'un désir brûlant de partager ce qui fonctionnait pour moi, ce qui me touchait, ce qui m'intéressait, je pense que ça c'est un des facteurs qui contribuent au succès de toute création de contenu. Versus une forme d'opportunisme, se dire j'ai l'impression qu'il y a des gens qui s'intéressent, j'en sais rien, au dressage de caniches à poils longs, et donc je vais m'intéresser au dressage des caniches ou au toilettage peut-être. Ouais, donc si je reformule, tu te dis en fait, il faut identifier le sujet sur lequel tu as une passion, sur lequel tu pourrais écrire, sur lequel que tu aimes, dont tu aimes parler tous les jours, et en faire ton sujet de création de contenu plutôt que de te dire l'inverse, te dire ah, ok, il y a une opportunité là,
et je vais m'en servir pour écrire et de se forcer en fait à faire rentrer un peu des ronds dans des carrés, quoi, de se dire bon bah ça m'intéresse pas trop de dressage canin de chien à poil long, mais je vais aller potasser tous les bouquins là-dessus parce que je pense qu'actuellement il y a une opportunité. Est-ce que tu penses que ça c'est aussi la même chose sur des formats? Donc tu vois, est-ce que par exemple je sais qu'il y a des gens qui se sentent plutôt à l'aise à l'oral et d'autres qui sont plutôt à l'aise à l'écrit. Est-ce que tu penses aujourd'hui que, je pense notamment au podcast, est-ce que tu penses que c'est une opportunité qu'il y a autour du podcast? Ou est-ce que tu penses qu'on pourrait encore réussir, par exemple, avec un blog, quoi, tu vois, ou si on est plus à l'aise à l'oral, ou est-ce que ça dépend de sa personnalité, en fait? Qu'est-ce que tu dirais? Je pense qu'il y a une partie qui est sur quel format est-ce que tu peux tenir dans la durée. Et en réalité, c'est ça la vraie question, c'est quel est le format que tu vas pouvoir créer de façon constante dans la durée. Et donc, le meilleur moyen de tenir de façon constante dans la durée, c'est de choisir quelque chose qui te vient relativement, pas facilement parce que c'est jamais facile, mais qui te vient assez naturellement et dans lequel tu trouves une forme de plaisir. Parce qu'en fait, finalement, c'est ça, le côté passion de partager et format qui te plaît, c'est ça l'avantage concurrentiel. Pourquoi? Parce que au moment où ce sera dur, au moment où t'en auras marre, au moment où tu seras fatigué, au moment où t'auras plus le temps, si en plus c'est un sujet qui t'intéresse moyen avec un format qui te coûte, et ben en fait c'est ces personnes-là qui abandonnent. Alors que si toi ça te plaît et que le format te correspond, bah toi tu n'abandonneras pas. Et finalement c'est quand même beaucoup ça le succès, c'est faire longtemps outwork, quelque chose, faire longtemps quelque chose que les gens n'arrivent pas à faire. En fait. Tous les autres ont lâché l'affaire depuis longtemps. Ouais, exactement. Parce que finalement écrire 1 ou 2 posts ou 1 ou 2 articles, tout le monde arrive à le faire. Ce qui est difficile, c'est de se pointer tous les matins et de sortir un post, un article ou un épisode de podcast. Et au final, ce que tu dis, si je reformule, c'est si t'es un saumon, nage. Si t'es un aigle, vole, quoi, tu vois. Et si finalement, pour les personnes qui nous écoutent, vous êtes en train de réfléchir à créer du contenu, peut-être identifier le format qui vous rend le plus à l'aise, le sujet sur lequel vous êtes le plus à l'aise, et double down là-dessus plutôt que d'essayer de faire comme la voisine, quoi. Finalement, c'est ça en fait. Trop bien, merci. Et du coup, toi, c'est la question que j'ai envie de te poser. T'es à la fois désolée pour cette analogie là, je sens que je vais un peu loin dans l'analogie, mais à la fois un saumon et un aigle, puisque tu as autant de facilité à écrire sur les articles de blog qu'à podcaster. Comment ça s'est passé, toi? T'as appris l'un puis l'autre? Déjà, merci. Donc juste pour les personnes qui n'auraient pas l'historique en tête, moi ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert le coaching pour mon usage personnel à un moment où j'avais beaucoup de mal à trouver mon équilibre entre ma vie parentale, ma vie professionnelle, ma vie personnelle. Enfin, voilà, ça n'allait plus. J'ai découvert le coaching, ça a complètement changé ma vie. Et en fait, moi, j'ai lancé le podcast comme un side project. C'est-à-dire que je me suis dit, j'ai envie de parler de coaching et de ces choses que je découvre, et je me suis dit, je vais faire un podcast parce qu'un podcast, ce sera moins de travail qu'un blog. Alors justement, la bonne blague. Ça sera la prochaine question. Alors pas du tout. Parce que en fait, la particularité, c'est que pour ma part en tout cas, pour que un épisode de podcast et le niveau de qualité auquel moi j'aspire en termes de structuration du propos, de précision du langage, avoir les bons exemples, voilà, que ce soit pas 1 heure de blabla. En fait, ça me demande beaucoup de travail de préparation en amont. Et j'ai fait différents tests au fil du temps, mais en fait, moi, ce qui fonctionne, c'est que j'écris le script. Et en fait, quand j'enregistre l'épisode, je joue le script. Donc, en fait, j'ai une façon d'écrire maintenant qui est que j'écris comme je parle. C'est-à-dire que par exemple, là, comme j'ai écrit un livre, La méthode change ma vie, j'ai écrit le livre dans le but que ce soit de l'écriture à lire versus les scripts du podcast qui sont de l'écriture à visée orale. Tu vois, parce que c'est pas la même chose. On parle pas comme on écrit enfin, oui, c'est ça, on parle pas comme on écrit et vice versa. Donc, en réalité, moi, ça reste quand même l'écriture, ton média, le fil conducteur. C'est simplement que j'écris un petit peu différemment selon que c'est quelque chose qui va être plutôt dit ou plutôt lu. Enfin, plutôt écouté ou plutôt lu. Super intéressant. Et d'ailleurs, les 2 médias que tu as lancés, que ce soit le blog, que ce soit le podcast, je trouve que ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est des formats qui ont une longue trend. C'est-à-dire que contrairement
à des articles, à des posts LinkedIn, par exemple, qui vont exister pendant 24 heures, 48 heures, 4 jours, et qui vont ensuite disparaître, l'avantage des articles de blog, c'est qu'ils se référencent en SEO et qu'après, les gens, ils continuent de les regarder. Ça continue à te faire de l'acquisition, entre guillemets, passive, même si tu republies pas. Et pareil, est-ce que c'est pareil pour les épisodes de podcast? Est-ce que tu vois que tes anciens épisodes publiés d'il y a longtemps, les gens viennent encore dessus? Absolument. C'est quelque chose qu'on regarde attentivement. En fait, sur le volume d'écoute mensuel, en fait, c'est réparti sur tout le catalogue. Donc, il y a bien sûr un plus gros volume d'écoute sur les épisodes récents. Mais ce qui est chouette, c'est de voir qu'il y a certains épisodes qui sont beaucoup des épisodes anciens qui sont beaucoup écoutés, réécoutés. Et je sais aussi qu'il y a des gens qui réécoutent souvent le même. Par exemple, et donc ça peut être intéressant d'ailleurs pour les personnes qui nous écoutent, un épisode sur les critiques pour quand on reçoit des retours pas forcément favorables sur ce qu'on a fait et où j'explique comment mieux prendre les critiques. Et ça, c'est un épisode qui marche toujours très bien, alors que je crois que c'est l'épisode, je sais plus, 43, un truc comme ça, et on en est à 330 là. Donc, tu vois, moi j'ai toujours, c'est une réflexion que j'ai pour mon business, mais aujourd'hui, c'est pour ça que je te pose la question, je me dis, mais les posts LinkedIn, c'est bien, c'est comme les vidéos verticales, tu vois. C'est un peu la même chose sur Instagram, c'est que ça va boomer d'un coup et tu vas réussir d'un coup à faire beaucoup de visibilité, mais tu as vraiment cet aspect que si tu arrêtes, la machine elle arrête de tourner. Et c'est là où je trouve que c'est la magie des articles de blog et aussi des podcasts. Et d'ailleurs, ça me permet de faire la transition. Aujourd'hui, quel produit il y a derrière chocolaté et zucchini? Il y a encore de la monétisation dessus. Première question. Et deuxième question, sur ton podcast, c'est quoi derrière le produit que tu vois? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces deux entonnoirs de conversion finalement qui commencent par la création de contenu organique, soit toi qui écris un article, soit toi qui fais un podcast, et ensuite comment est-ce que ça génère des revenus quoi concrètement derrière? Ça se passe comment? Alors, Chocolate and Zucchini, je l'ai vraiment mis en pause en 2018. Au moment où je me suis lancée à plein temps donc je ne l'alimente plus, sans mauvais jeu de mots, mais il continue d'exister et moi je continue à m'en servir, c'est-à-dire le week-end quand je cuisine, je cherche, tu sais, par exemple j'ai une recette de cookies et donc je cherche cookies Clotilde et hop je trouve ma recette. Donc ça existe toujours, mais ça n'est plus, voilà, ça ne fait plus partie de mon activité actuellement. Donc le podcast, ce que ça nous permet de faire, donc en tant qu'entreprise de coaching, c'est deux choses. La première chose, c'est que nous, notre mission, c'est vraiment de mettre entre les mains du plus grand nombre de personnes des outils qui permettent de mieux se comprendre et de mieux conduire sa vie. Et donc, le format gratuit du podcast avec le niveau de qualité auquel on se propose de le faire, parce que ça coûte très cher de produire ce podcast au niveau où on le fait, ça fait partie intégrante de notre pyramide qui remplit notre mission. Donc, ça, c'est la première chose. Et l'autre, la deuxième utilité du podcast, évidemment, c'est de faire connaître l'approche, de faire connaître la méthode Change ma vie, donc qui va être aussi accessible à travers le livre, pour que des personnes puissent avoir des premiers résultats de compréhension grâce à ce qu'on propose dans le podcast, et que pour les personnes qui veulent bénéficier d'un accompagnement, et donc du coup plutôt que de passer d'une forme de consommation passive ou en autonomie à quelque chose qui soit actif, construit, avec un début, un milieu, une fin, et surtout la possibilité de se faire coacher et donc d'avoir un retour extérieur sur nos problématiques, parce que de l'intérieur du bocal, on peut pas lire l'étiquette. Donc l'idée, c'est de faire connaître l'approche et de donner envie aux personnes qui se reconnaîtraient dans cette approche d'aller plus loin avec notre programme de coaching, qui est un programme de coaching sur abonnement et qui est entièrement en ligne. Et donc, en fait, on y participe 1 mois, 2 mois, 6 mois. Il y a des personnes qu'on accompagne depuis presque 4 ans maintenant à travers ce programme. Et du coup, le podcast, ça représente 100% de votre acquisition sur ce programme. Et est-ce qu'à côté, vous avez d'autres canaux d'acquisition? Comment ça se passe en fait sur votre Acquise Market? Donc le podcast nous amène beaucoup de gens en organique. On a aussi les réseaux sociaux. On a une newsletter qu'on envoie tous les lundis qui s'appelle l'élan du lundi pour donner un boost d'énergie en début de semaine. Et on fait de l'acquisition à travers des pubs sur différents, sur grosso modo les deux grands Meta et Google Ads à travers mais là aussi ce sont des contenus qui permettent, donc on a par exemple le cahier de l'indépendance émotionnelle qui est c'est une sorte de workbook qui permet de mieux comprendre d'où viennent les émotions,
émotions, comment les réguler, comment ne pas être une éponge émotionnelle, etc. Et donc là, ça nous permet pareil, de faire connaître notre approche et puis ensuite à nous de nourrir la relation en faisant découvrir d'autres contenus gratuits et puis faire en sorte que, en fait, nous, notre approche, c'est vraiment de se dire, on va faire connaître, on va permettre aux gens d'avoir des premiers résultats en interagissant avec ce qu'on fait et comment on le fait, en se disant que sur ce nombre de personnes, il y a des personnes qui s'en tiendront là et puis des personnes qui auront envie d'aller plus loin. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est une question qu'on me pose souvent, mais quand on me demande est-ce qu'il faut tout donner gratuitement? Moi, je dis souvent oui. Je sais pas c'est quoi ton point de vue là-dessus, mais moi, je dis que en fait, les gens, t'as toujours intérêt à donner le plus possible gratuitement parce que ça empêchera pas les gens de payer parce que les gens payent une expérience. C'est pas parce que t'écoutes la chanson de Beyoncé à la radio gratuitement que tu vas pas aller au concert. Parce que finalement, ce que les gens achètent, c'est aussi une expérience, c'est avoir les contenus dans le bon ordre. Toi, t'as aussi de l'interaction, tu vois, avec les unes et les autres. Est-ce que c'est ce que tu fais, toi, quand tu produis tes contenus podcast? Est-ce que tu donnes 100% de ta valeur? Alors, je donne 100%, vraiment, parce qu'en plus, sur le podcast, en fait, pour renouveler le contenu en permanence, en fait, je m'en sers aussi comme d'une sorte de laboratoire de... C'est-à-dire, c'est parce que j'ai le podcast qu'au quotidien, je remarque des choses, que je note des histoires, des distinctions, etc. Et en fait, ça nourrit mon observation de pouvoir partager ça. Mais surtout, en fait, nous, ce qu'on vend et qui est vraiment particulier, c'est que le coaching, par essence, tu peux pas le faire seul. C'est-à-dire qu'un contenu que tu ne fais que regarder ou écouter, c'est pas du coaching. C'est des outils, donc c'est utile et ça te permet d'aller jusqu'à un certain point. Mais en fait, on est nécessairement limité par notre système de pensée actuel. En fait, pour en sortir, il faut nécessairement quelqu'un qui soit à l'extérieur et qui te dise, si tu veux en sortir, c'est par là, c'est ça qui te bloque. Et parce qu'en fait, quand c'est ça qui te bloque, tu vois pas que c'est un blocage, tu crois que c'est juste comme ça qu'est la vie. Et donc, tout à fait. Et donc ça ne se fait pas c'est nécessairement dans l'interaction. Ok, trop bien. Ce que je retiens de ce que tu nous as dit jusqu'à maintenant, Clotilde, que j'ai adoré, la première chose, c'est de choisir son format et son sujet de la manière la plus écologique possible, c'est-à-dire celle qui est la plus compatible avec qui on est. En gros, si t'es un poisson, nage, si t'es un aigle, vole, mais essaye pas de faire comme la voisine, essaye plutôt de trouver le format qui te correspond, que ce soit podcast, que ce soit vidéo, etc. Choisis ce qui te correspond, à la fois en termes de format et en termes de sujet. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est quand tu nous as un peu expliqué qu'en fait, finalement, le but, c'était d'avoir de l'organique, d'avoir un levier qui permet aux gens de se faire découvrir, que tu donnais full gratuit et que les gens qui avaient apprécié, finalement, ils allaient acheter ton produit, que tu te faisais aider, mais finalement, c'était plutôt une aide, le payant, entre guillemets, la pub payante, Meta ou que ce soit Google, c'est quand même plus une aide que la majorité de ton acquisition. Aujourd'hui, la majorité de ton acquisition, elle se fait via le podcast. Et j'ai bien aimé aussi je le redis, mais la newsletter, en fait, c'est un canal de fidélisation parce que le podcast, finalement, tu as des écoutes et puis les écoutes, les auditrices et les auditeurs, tu vas pas les garder chez toi, finalement, peut-être qu'ils vont revenir, peut-être qu'ils vont pas revenir. Et la newsletter, c'est une manière de capitaliser sur les personnes qui s'intéressent à ton contenu, de les avoir quelque part chez toi pour pouvoir leur envoyer un message régulièrement pour pouvoir toi-même aller vers elles. C'est un peu ta base de prospects ou d'auditeurisses qui ont déjà eu un premier contact. C'était le petit résumé pour celles qui nous écoutent. J'ai 2 questions pour finir sur la création de contenu. La première, c'est comment tu jongles entre la création de contenu, ça prend du temps. Et aujourd'hui, tu es CEO de ta boîte qui tourne, on en parlera après, tu as une équipe. Comment tu jongles entre la création de contenu, combien de temps tu y passes par semaine, comment tu jongles entre cette partie-là et tes autres tâches à côté qui sont énormissimes, j'imagine, dans les responsabilités que tu as. Donc, comment tu jongles entre le métier de créatrice, qui est un métier de doueur, tu vois, où on est sur le terrain, on produit, c'est ta voix, c'est toi, et un métier où finalement, on est avec les équipes, on va avoir beaucoup de réunions, etc. C'est des énergies qui sont totalement différentes. Comment tu fais? Alors, j'ai une première réponse qui est d'avoir une très bonne organisation en termes d'anticipation. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on produit les épisodes de podcast 5 par 5.
Et donc, je scripte 5 épisodes, j'enregistre 5 épisodes, on livre 5 épisodes, le monteur nous renvoie 5 épisodes, on programme 5 épisodes. Donc, en fait, il y a des temps comme ça. Et donc, c'est très en amont qu'on décide du calendrier de production, des thématiques des épisodes. Et en fait, pour moi, ça, c'est une chose qui, personnellement, fonctionne bien, c'est que j'ai besoin d'avoir du temps pour mûrir les contenus avant de pouvoir les sortir, entre guillemets. J'aime bien pouvoir faire une première version de l'épisode. Et puis ensuite, avant l'enregistrement, je le relis, je le remanie parce qu'en fait, ça continue à décanter dans ma tête. Voilà. Donc c'est tous les contenus qu'on produit, ce sont des contenus qui ont une période de gestation et de maturation que je trouve très importante pour avoir voilà, pour avoir le bon degré de richesse, à mon sens. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je fais du time blocking dans la semaine. C'est-à-dire qu'en fait, d'une façon générale, j'ai mon lundi et mon mardi, c'est des journées où j'ai beaucoup de calls internes ou des appels de coaching au sein de notre programme de coaching. Le mercredi, jeudi et parfois le vendredi, ce sont des journées qui sont beaucoup plus de réflexion stratégique, de création de contenu, etc. Et ça me permet d'avoir des attentes envers moi-même qui sont que je n'attends pas de moi de scripter un épisode dans la demi-heure entre mon point admin et un call de coaching dans mon programme. Et donc, je me lâche un peu plus la grappe sur, tu vois, c'est garde la pêche, ramène ta fraise et lâche-toi la grappe. Voilà, mes attentes envers moi-même selon que je suis en mode interaction ou en mode création. Et ma botte secrète, c'est ce que j'appelle la Quiet Week. Et donc, c'est une semaine par mois dans laquelle j'essaye de minimiser au minimum, alors je sais que c'est pléonastique, mais où vraiment j'essaye de n'avoir aucun rendez-vous, aucun call, aucune réunion, pour avoir de larges plages de temps pour créer. Donc, quand j'étais en phase d'écriture de mon livre La méthode change ma vie, ça a été hyper utile parce que pour écrire un livre, en fait, il faut vraiment pouvoir j'ai un peu l'image de l'artiste dans son atelier, il faut pouvoir en mettre partout, il faut pouvoir voilà, versus tu vois, si t'as 2 heures pour créer et qu'après faut tout ranger pour te remettre, enfin ça marche pas. Donc par exemple dans mes one-to-one hebdomadaires avec mon équipe, quand je suis en Quiet Week, ces one-to-one là ils se font en asynchrone. Voilà, s'il y a un sujet, on s'en parle sur Slack, qui est notre messagerie d'entreprise. On a des fichiers de préparation de ces one-to-one. Donc, je suis disponible s'il y a quelque chose. Mais si c'est juste pour me tenir au courant de l'avancée des projets, voilà, elles me font un petit récap et on se parle pas. C'est tous les combien la Quiet Week? Une fois par mois. Une fois par mois? Ah ouais, donc une semaine par mois, hop, tu coupes tout quoi. J'adore. Ouais, c'est ça. Waouh, tu m'as donné plein d'idées, merci. Je vais adorer ce format. Ok, merci. Dernière chose qui m'intéressait beaucoup de discuter avec toi. Donc, avant de passer à la transition sur ton business model et ton équipe, mais aujourd'hui, il y a une partie de tes contenus que tu fais avec ton équipe, si je me trompe pas. Est-ce qu'on peut dire que tu délègues ta création de contenu? Est-ce que tu as ce sentiment-là? Voilà, ok, très bien. Ouais. Pourquoi c'était important pour toi de faire ça? Parce que, comme tu l'as évoqué, la création de contenu dans tout cet écosystème qu'on a créé, si c'était moi qui faisais tout, en fait, c'est plus qu'un temps plein. Et donc, qui est-ce qui dirige l'entreprise si je fais ça à plus que temps plein? Donc, la façon dont on fonctionne, c'est que c'est comme une espèce de... faut imaginer une sorte de stratégie de ruissellement. C'est-à-dire que moi, je crée les contenus qu'on appelle long form. Donc, je crée les épisodes de podcast. La majorité, pas tous aujourd'hui, mais la majorité des épisodes de podcast. Et ensuite, j'ai une personne dans mon équipe qui s'occupe de décliner ces contenus sous différents formats pour servir différents objectifs. Et donc, qui s'occupe par exemple de faire des publications sur les réseaux sociaux, qui extrait un élément de l'épisode qu'on va pouvoir mettre en avant, une piste de réflexion, qui va l'intégrer à un élan du lundi, qui va faire la description de l'épisode, qui va le décliner en un post sur LinkedIn, etc. Donc, en fait, ça me permet de rester finalement à l'origine des messages
et des contenus que je veux que change ma vie communiquent au monde. Mais ensuite, une fois que ces idées-là sont exprimées, j'ai une personne, et donc si Linda passe par là, je la salue. Elle est particulièrement forte pour voilà, réutiliser ce que j'ai dit pour en fait l'adapter à différents canaux. Et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette approche, c'est à la fois efficient parce que ça évite de devoir tout le temps avoir une multiplicité d'idées qui n'auraient pas forcément... Enfin, je trouve qu'il y a une espèce de course à l'échalote de la création de contenu où il faudrait avoir tout le temps des nouveaux trucs, des nouveaux trucs, des nouveaux trucs. En fait, quand je fais un épisode de podcast qui dure entre 20 et 30 minutes, en réalité, il y a plein d'idées dans cette idée. Et donc, moi, j'aime bien que Linda puisse donner faire la lumière sur des distinctions que je fais ou un exemple que je donne, etc. Ça permet aussi, finalement, dans une espèce de trop plein de contenu qu'il y a sur Internet, de se dire, bah nous, c'est comme une boule à facettes, tu vois. Ouais, c'est écologique. Moi, je fais la boule à facettes et puis Linda, elle met en lumière une facette ici, une facette là, etc. Oh, j'adore l'analogie. T'es trop forte, Clotilde, pour les analogies, comme l'histoire de l'étiquette tout à l'heure. Là, on voit pas l'étiquette quand on est à l'intérieur. J'adore ces analogies. T'es super forte là-dedans. Ok, c'est génial de se dire que toi, tu crées en fait le cœur du contenu, le corps du contenu, et qu'en fait, t'as quelqu'un qui vient faire des snacks avec cette espèce de gros contenu et vient en extraire finalement la substantifique, justement pas la substantifique moelle. Toi, tu crées la substantifique moelle et cette personne-là, elle vient extraire, que ce soit au travers d'exemples, que ce soit au travers de teasing peut-être, de résumé de l'épisode sur un autre format. J'aime beaucoup cette idée parce qu'elle permet à la fois de produire plus de contenu sans perdre le contrôle de ce qu'on dit, parce que c'est un peu ça qu'en fait, quand on est créatrice de contenu, on se dit bah en fait, je suis pas full à l'aise que ce soit quelqu'un d'autre qui produise pour moi parce que c'est pas exactement mes idées, et donc c'est un bon équilibre, je trouve. J'aime beaucoup. Merci. Et la question que je voulais te poser, pour clôturer cette partie-là, c'est: est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que tu as un business qui est basé sur ta marque personnelle? Alors, je pense dans une certaine mesure, parce que je reste je suis aujourd'hui le visage principal de Change ma vie. Et que comme c'est moi qui parle le gros du temps sur le podcast et que c'est moi qu'on voit en photo sur le compte de Change ma vie, oui, mais je mets aussi beaucoup en avant Change ma vie en tant qu'entreprise de coaching, la méthode Change ma vie, l'approche Change ma vie, pour que finalement ce soit une sorte de créature bicéphale qui me permet à la fois, parce que en fait ma réflexion c'est de me dire, moi comme au sein du programme on est une équipe de coachs, ça n'a pas de sens que je sois moi la seule personne qui soit mise en avant. Néanmoins, je sais aussi que pour pouvoir se reconnaître dans une marque, se souvenir d'une marque et avoir ce côté voilà, en anglais on dit to relate, c'est-à-dire ressentir un lien avec une marque. C'est vrai qu'il n'y a pas plus efficace que d'avoir une vraie personne qui incarne cette marque. Néanmoins, moi, je me sens vraiment capitaine d'un bateau. Et en fait, quand les gens rejoignent le programme, par exemple, en fait, c'est pas qu'ils viennent dans la cabine avec moi, c'est qu'ils montent sur le bateau. Et c'est un bateau que j'ai aménagé et tout l'équipage est formé et j'ai conçu l'expérience qu'on a sur ce bateau de croisière, etc. Mais c'est pas voilà, c'est pas on vient dans le salon de Clotilde, c'est on monte à bord du vaisseau Change ma vie, tu vois. Et c'est pour ça que la construction de l'équipe est particulièrement importante, pour que justement il y ait cet équilibre qui permet à chaque personne d'avoir sa façon d'être, sa façon de faire, cohérente avec l'approche générale. Et justement, si on remonte quelques années en arrière, est-ce que tu as commencé par la méthode Clotilde et c'est devenu la méthode Change ma vie? Ou est-ce que dès le début, tu t'es dit je vais créer une méthode qui s'appellera la méthode Change ma vie, et puis je vais faire un bateau et puis je vais faire des passagers dedans? Ou est-ce qu'au début, tu as démarré en disant bon, je prends la parole en mon nom, c'est Clotilde, je vais driver du trafic sur ce sujet-là et puis on verra bien?
Comment ça s'est passé? Alors moi quand j'ai démarré, alors déjà moi j'ai suivi une double certification de coaching, donc c'était ça le cœur de le cœur de ma méthodologie pour commencer en fait, comme la plupart des gens, voilà, on commence par Bien être sûr. formé et puis on applique ce qu'on apprend dans la formation. Et puis donc j'ai fait beaucoup de coaching one to one, donc en individuel pour commencer, et puis j'ai commencé à voir qu'il y avait des choses que j'apportais à mes clients et mes clientes en coaching, que je développais moi à travers le podcast aussi. Le podcast, ça permet beaucoup de développer ses propres outils, sa propre méthodologie Et à pour l'époque, juste... pardon, Ouais, à vas-y. l'époque, marketingment parlant, c'était Clotilde Dussoulier. C'était pas la méthode Change ma vie. Alors, C'était toi. Ça s'appelait c'était toujours Change ma le vie. podcast s'appelle Change ma vie depuis le Ouais, début. d'accord. Et ensuite, quand je vendais du coaching en one-to-one, enfin, l'entreprise avait mon nom et donc oui, Oui. on achetait du coaching avec Clotilde. Ok. Et donc en fait, au fil de mon expérience, j'ai commencé à voir ce que moi j'avais le plus envie d'apporter, ma façon particulière d'accompagner mes clients et mes clientes. Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un socle d'éléments communs qu'il fallait transmettre avant de pouvoir faire le coaching. En fait, il faut amener les personnes à en fait, c'est comme si avant de prendre des cours particuliers, il va falloir que tu apprennes tu vois, le vocabulaire, la grammaire, etc. Et donc ça sert à rien de l'apprendre en individuel. Tu peux avoir des contenus qui sont efficaces pour te mettre à niveau là-dessus et ensuite ajouter du personnalisé, de l'individuel, Ouais, etc. pour aller plus loin. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai développé des accompagnements de groupe. Donc j'ai fait plusieurs formats avant de créer le programme actuel qui s'appelle Change ma vie mode d'emploi, qu'on a là qui est dans sa 4e année sous ce format. trop bien. Il y a des coachs business, enfin bref, il y a plein de coachs en tout genre dans les personnes qu'on accompagne, qui sont d'ailleurs des personnes qui sont souvent très expertes et très mauvaises à faire savoir leur expertise. Mais bon, ça c'est un autre sujet. A priori, toi, quand tu as démarré, donc tu étais sur une activité qui n'était pas forcément scalable. C'est-à-dire que quand on est coach, on a un emploi du temps. Dans cet emploi du temps, il y a peut-être, toi, tu devais avoir une grosse partie dédiée à ton podcast, donc je sais pas, 10 heures dans la semaine, je vais dire un chiffre au hasard, dédié au podcast, 5 heures dédiées à différentes fonctions admin et une dizaine d'heures de coaching. En gros, on va dire à peu près, on va dire c'était ça ton emploi du temps, j'en sais rien, mais bon, voilà. Donc, imaginons que dans ta semaine, tu aies 10 heures potentiellement de coaching. Une fois que, j'imagine que ce qui s'est passé, c'est qu'au début, Clotilde vendait 1 heure, puis 1 heure, puis 1 heure, et puis en fait, au fur et à mesure, au début, ça allait, ton emploi du temps était potentiellement pas plein, mais ce qui a dû se passer, c'est qu'au bout d'un moment, les 10 heures, elles étaient remplies, j'imagine. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Est-ce que c'est à ce moment-là où tu t'es dit, je vais faire du coaching de groupe, et après que tu as développé ta méthode en termes de business model, en fait, tu es passé de vendre du coaching individuel à aujourd'hui une méthode avec des coachs, c'est un autre produit. Est-ce que ça répondait à cette problématique-là? Comment ça s'est passé exactement ta transformation de je vends du coaching à l'heure à maintenant j'ai une méthode et quelque part je peux aussi absorber plus de clients parce qu'en fait au bout d'un moment c'est ça devient ça le problème en fait quand Oui, on est une excellente alors coach. ça répondait à cette problématique-là dans une certaine mesure, mais surtout, moi en fait, ce que je constate, c'est que un des éléments qui freine le plus la croissance des personnes et surtout l'épanouissement des personnes, c'est le fait d'avoir l'impression d'être seul, d'être la seule ou le seul à avoir tel ou tel problème, c'est le jugement de soi. C'est-à-dire, en tout cas, les personnes avec qui je suis amenée à travailler, ce sont quand même des personnes qui ont un très haut degré d'exigence envers elles-mêmes, qui sont très dures avec elles-mêmes et qui ont tendance à penser qu'il y a que elles qui galèrent avec tel truc, il y a qu'elles, etc. Et donc, ça crée un grand sentiment de honte. Et moi, ce que j'ai voulu faire en créant des démarches partagées, c'est que, en fait, ça fait tomber la honte, mais dès la minute numéro 1. Parce qu'en fait, tu entres dans un environnement dans lequel, alors bien sûr, c'est à nous de créer cet environnement de confiance avec des échanges qui sont de qualité et qui puissent créer cet effet-là. Mais tu entres dans un environnement dans lequel il y a à la fois, pour moi, ce qui est important, c'est de créer un mélange de vulnérabilité et d'empowerment, pour utiliser un mot qui, je pense, te sera familier. Je suis désolée d'utiliser un anglicisme. Mais en fait, l'idée, c'est de créer un environnement dans lequel chaque personne est honnête
avec ce qu'elles traversent, mais on n'est pas là pour se pleurer sur l'épaule les uns des autres. On est là pour se dire, voilà, je suis face à des difficultés et je viens là parce que je sais que j'ai besoin d'outils, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien, mais je ne me vis pas comme étant victime de mes trucs. Je suis là parce que justement, je suis pas victime de mes trucs et je suis en chemin pour les régler. Donc en fait, il y a ce côté ça permet de s'identifier dans ces difficultés à des personnes qui sont en mouvement pour résoudre leurs difficultés. Et donc, il y a quelque chose qui est très énergisant et qu'en fait, on ne peut pas créer dans un échange de coaching en one-to-one parce que la posture du coach ou de la coach peut effectivement dire « j'en vois plein des comme ça », mais c'est jamais aussi éloquent que d'assister à un appel de coaching où il y a quelqu'un qui dit un truc et tu te dis « mais en fait, ça pourrait être exactement moi qui dis ça ». Et en fait, ça fait tomber cette première couche de jugement de soi qui est en fait, c'est comme si c'était une espèce de coque en plexiglas autour de ton problème. Tant qu'il y a cette honte et ce jugement de toi, en fait, t'as pas accès au truc en dessous pour le résoudre. Et donc ça, on l'enlève directement. Et après, on peut rentrer dans le vrai truc qui est, OK, pourquoi est-ce que ça, t'as du mal? Pourquoi est-ce que ça te pose des difficultés? Où est-ce que ça bloque, etc. En fait, tu t'es rendu compte que le coaching de groupe, finalement, était plus efficace que mais le coaching individuel que tu faisais. Ah non, mais c'est... Ouais. Ah ouais. C'est un usage. Ça t'est venu en fait, parce que de dire, en fait, est-ce que ça s'est fait? Est-ce qu'au début tu faisais de l'individuel ou pas du tout en fait? Alors au début je faisais de l'individuel et ce sera toujours ça que je recommanderais aux personnes qui démarrent parce que la capacité à créer cet environnement de groupe et à coacher une personne en présence d'autres personnes pour à la fois aider la personne que tu coaches et mettre en lumière les mécanismes qui vont être utiles aux personnes autour, c'est un level up par rapport au coaching one-to-one. Donc ça demande un très grand niveau d'efficacité, ça demande d'aller directement dans le cœur de la problématique, t'as pas le temps de t'éparpiller. Donc cette première expérience de coaching one-to-one, pour moi, elle est indispensable. On se casse la figure si on va directement dans le coaching de groupe ou le coaching collectif. Et surtout, ça permet aussi d'identifier, cette méthode qui est la nôtre. En fait, elle est éprouvée au gré d'échanges qu'on a avec une seule personne, parce que c'est comme ça que notre cerveau peut commencer à structurer des choses. Voilà, c'est rare que ça vous tombe dessus déjà fait, quoi. Ok, j'aime beaucoup ce que tu dis, qui résonne énormément avec la manière dont on travaille chez Ramène ta fraise, parce qu'on a aussi un projet de groupe et je me suis aussi rendu compte que les gens, en fait, c'est comme quand tu cours un marathon, ils sont plus efficaces quand ils courent tous ensemble et qu'ils se donnent tous rendez-vous pour courir à la même heure, 40 km, qu'ils seraient incapables de faire chacun de leur côté. Donc je trouve que c'est génial, je suis totalement d'accord avec toi, d'accord avec le fait qu'on compare notre intérieur avec l'extérieur des autres et qu'on voit rarement l'intérieur des autres, et que le groupe permet de voir aussi l'intérieur des autres. Et il y a autre chose que je trouve hyper intéressant dans ton business model que tu as dit là, c'est en fait quand on fait du coaching et qu'on se dit en fait souvent moi j'ai des personnes qui viennent me voir en me disant ouais Nina, je veux créer un produit de groupe parce que ça va me permet de scaler mon activité et de développer mon chiffre d'affaires, sauf que comme tu l'as dit, en fait c'est des personnes qui ont très peu d'expérience en one-one et qui finalement vont aller se confronter à des produits de groupe et qui du coup soit vont avoir des problèmes et qui vont pas réussir à le remplir parce qu'ils arrivent déjà pas à remplir tout leur one-one, ou soit sinon qui vont créer des difficultés dans le produit à gérer le groupe. Donc j'aime bien cette manière que tu as dit qui est la tienne, qui est de dire que c'est une méthode que tu as éprouvée en individuel, que tu as beaucoup testé, que tu as amélioré, et une fois que tout ça s'était fait, ça a pris combien de temps en fait avant de sortir ton produit de groupe? Alors moi j'ai commencé à coacher des personnes en 2017 et j'ai créé un premier programme de groupe fin 2018 que j'ai conduit sous ce format-là en 2019-2020. Et en 2021, j'ai créé le programme tel qu'il est aujourd'hui. Et donc là, c'est la 4e année de ce programme. Ouais, c'est clair. Tu vois, 2 ans au moins pour créer un premier produit, puis la V1, puis la V2. Et moi, je le vois avec Ramène ta fraise, on est encore en train d'itérer sur la meilleure manière de conduire ce produit. Trop bien, merci pour ces réponses. Et du coup, toi, tu as démarré, donc quand tu faisais ton blog, tu étais un peu toute seule avec
avec ta machine à écrire, j'allais dire non. Clotilde n'a pas grandi il y a un siècle. Au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, pas du tout. Entre nous, c'est toi qui as une machine à écrire derrière toi. Tout à fait. Avec un clavier, le podcast aussi, t'es un peu seul. Tu m'as déjà confié que tu étais quand même quelqu'un d'assez introverti. Aujourd'hui, tu as une équipe. Combien t'as de personnes Combien t'as de personnes aujourd'hui dans ton équipe? Alors, on est 13 chez Change ma vie, plus moi 14. Wow. Alors là aujourd'hui, on est alors ce ne sont que des salariés. Enfin, ce que je compte dans les 14, ce ne sont que des personnes qui sont salariées parce qu'on a des personnes avec qui on collabore par ailleurs qui sont des prestataires qui nous aident sur des domaines spécifiques. C'est 14 en interne alors. Ouais, c'est 14 en interne, dont une personne qui est en stage depuis le début de l'année 2024, qui est super, Clara, je la salue au passage. Et les autres personnes sont en CDI. Il y en a quelques-unes qui sont pas à temps plein, qui par exemple travaillent pas le mercredi, voilà. Mais ce sont des salariés, statut classique, CDI. Comment ça s'est passé de passer de Clotilde toute seule devant son clavier, plutôt introvertie, tu me l'as confié, à Clotilde, manager d'une équipe de 14 personnes? J'imagine que c'est des personnes à qui il faut parler tous les jours, à qui il faut donner de l'énergie. Comment tu gères ça? Alors, déjà, l'envie de recruter, elle est venue très simplement du fait que je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de choses que je faisais qui grignotaient mon temps. Alors que c'était des choses, une autre personne que moi pouvait tout aussi bien les faire. Donc voilà, gérer des mails, créer des plannings d'appels, de l'administratif, etc. Donc c'était d'abord et avant tout pour me dégager du temps pour pouvoir faire les activités que moi seule pouvais faire. Et donc j'ai démarré avec une stagiaire justement. Alors à l'époque de mon blog, j'avais eu des stagiaires, des assistantes stagiaires, et donc là j'ai eu avec Change ma vie une assistante stagiaire qui était super, qui m'a beaucoup aidée, mais qui était à temps partiel parce que elle était comédienne par ailleurs. Et comme elle a eu un projet d'actrice qui a vraiment décollé, elle m'a quittée. J'étais inconsolable. Et puis je l'ai remplacée par ma première salariée en CDI qui s'appelle Claire, qui est toujours avec moi aujourd'hui, que j'ai recrutée à une semaine du confinement en 2020, et que j'ai recrutée parce qu'elle était à la fois coach et elle allait à la fois m'aider sur un certain nombre de tâches d'organisation et de logistique du programme que je dirigeais à l'époque. Et puis on avait besoin d'une autre coach, donc j'ai recruté une autre coach pendant le Covid, et puis j'ai recruté quelqu'un pour le marketing, toujours pendant le Covid. Et c'est comme ça que l'équipe s'est étoffée, et que en fait au fur et à mesure que mon activité s'est développée, moi je voulais qu'on ait un bon niveau, un bon nombre, une équipe de coachs qui soit suffisamment bien dimensionnée pour pouvoir accompagner toutes les personnes qu'on voulait accompagner. Et puis il y a des fonctions marketing justement pour pouvoir toute cette production de contenu et la mise en valeur de ce contenu nécessite du temps. Et puis des fonctions aussi support, donc quelqu'un pour gérer la compta, l'administratif, la paye, etc. Et comment tu gères justement les moments que quand on est introverti, on a beaucoup besoin de moments seuls pour recharger son énergie. Comment tu gères ton énergie avec l'énergie que tu vas donner à ton équipe, donc énergie d'extraversion, en fait, une énergie de discussion, de parole, etc. Et l'énergie dont tu as besoin pour te recharger. En fait, comment tu fais dans ton emploi du temps? Enfin, comment ça se passe? Est-ce que c'est un enjeu pour toi? Pas du tout. Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus? On sent, Nina, qu'il y a une vraie question là-dessus. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs niveaux de réponse. Le premier niveau de réponse, c'est que moi, j'ai fait un truc génial pour une introvertie, c'est que mon équipe, elle est en full remote. Donc en fait, on n'a pas de bureau. Parce que moi, il y a une chose que je n'aimais pas dans mon job de salarié, c'était le fait d'être attendu tous les matins à un endroit où il y avait tous les jours les mêmes gens. Alors bon, il se trouve qu'en plus, c'était pas dans mon domaine de prédilection, mais qu'il y avait un peu tout le temps les mêmes conversations. Et faire du small talk, du truc, quoi. Le small talk à la machine à café. L'enfer des introvertis, mais l'enfer. Et donc voilà, moi, ça me convient très bien comme ça. Il se trouve aussi que j'ai recruté pas mal de mes collaboratrices pendant le Covid, où de toute façon, le fait qu'elles soient à Paris ou en Savoie ou à Rotterdam, ça n'avait aucune importance. Donc voilà. Et donc moi, ça me va très bien d'être au quotidien dans ma bulle.
Voilà, je suis madame dans ma bulle, donc moi, ça me va très bien. On se retrouve de façon trimestrielle pour des journées d'équipe pour justement bénéficier de l'énergie, de la rencontre, les synergies, etc. pour créer du lien aussi au sein de l'équipe. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que moi, j'ai structuré mon business comme une ingénieure, c'est-à-dire que j'ai pas construit un truc et puis on voit ce qui casse et après on répare. J'ai dès le début, dès le recrutement de ma première assistante, on avait des procédures, j'ai documenté, les valeurs changent ma vie, la culture d'entreprise change ma vie, etc. Alors à l'époque c'était un peu sur dîme pour tu vois, pour genre une assistante qui bossait avec moi 2 jours et demi par semaine, mais en fait c'est vraiment j'ai créé le cadre et la structure qui à chaque fois, en fait, je crée le cadre et la structure pour une équipe plus grande que celle qu'on était aujourd'hui, pour qu'il y ait la place et la solidité pour rajouter des personnes. Et j'ai lu tous les livres. Ça aussi, c'est un truc que je fais pour justement me dire, en fait, je ne veux pas qu'il y ait de... Voilà, je veux vraiment apprendre de personnes qui ont justement fait des erreurs de recrutement, de management, d'organisation, de communication, et qui disent attention à ça pour essayer en amont. Alors, on fait nécessairement des erreurs, hein, même si on a lu tous les livres. Mais voilà, je me suis dit, je veux y réfléchir en amont pour pas que ça me claque entre les doigts dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Et donc, on est hyper structuré et je recrute des personnes qui sont hyper structurées et qui adorent ça. Oh, wow. Parce que ça leur crée aussi un très grand niveau d'autonomie. On communique de façon hyper précise. Voilà, la première valeur de Change ma vie, c'est clarté. Et donc, il faut la communication ultra claire. Et les quelques recrutements qui n'ont pas fonctionné, c'était souvent à cause de ça, en fait. C'était souvent parce que, en termes de la communication était trop, pas assez fluide, pas assez claire, pas assez complète, et du coup ça crée des trous dans la raquette où il y a des trucs qui tombent et moi je peux pas travailler comme ça. Super intéressant. J'adore ta réponse qui est comment je réussis à manager en étant introvertie. Réponse, créer une structure et un cadre tellement fort que finalement, toi, en fait, tu es juste garante de cette structure et de ce cadre et que les gens sont libres d'exister dedans un peu comme ils veulent. Et donc, tu n'as pas besoin de toujours les rattraper, etc. En fait, le cadre fait le taf un peu pour toi. Et toi, ton taf, c'est de faire un super cadre et quelque chose du plus précis, plus clair possible. J'adore. Merci pour cette réponse. On va passer sur les quelques questions que j'avais parce qu'on va arriver à la fin. Juste, petite parenthèse sur la manière dont tu instaures une culture. Tu m'avais dit, et je le partage aux personnes qui nous écoutent parce que ça peut leur servir pour celles qui ont une équipe. Tu définis chaque année pendant ton séminaire le mot de l'année. Donc, tu demandes à chaque personne le mot qui définit son année et après, vous définissez un mot commun. Et juste, je partage cette bonne pratique parce que je sais que, elle vient de toi et que je l'ai fait aussi dans mon équipe. Donc, merci pour ça parce que je l'ai utilisé personnellement. Et je trouve que c'est génial parce que ça donne un cap et ça permet de prendre la température et aussi d'insuffler, de créer des moments d'échange, de partage et d'emmener tout le monde dans la même direction, comme tu dis. Ces gens, ils sont dans le bateau avec toi. Et donc, là, vous fixez la direction ensemble et vous fixez votre mot de l'année. Donc, merci pour juste le partage là parce que c'était super. Je suis bien contente. Dernière partie, coaching, mindset, bénéficier de l'expertise coaching de Clotilde. La plupart des personnes que moi j'accompagne, donc Ramène ta fraise, on aide les femmes à globalement publier sur LinkedIn pour se faire reconnaître. Comme tu l'as dit, la création de contenu, c'est un énorme levier business, un énorme levier marketing, ça permet de se faire connaître, d'avoir des clientes, de montrer son expertise, etc. Sauf que la plupart des personnes que j'accompagne, en arrivant, elles me disent « j'ai peur de publier ». Clotilde, pourquoi on a peur de publier comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe dans notre cerveau? La toute première, la peur principale, elle est la peur de s'exposer au jugement d'autres personnes et la peur des conséquences du jugement qui pourrait être porté sur ce qu'on dit ou sur ce qu'on défend comme idée. Et en fait, cette peur-là, elle est complètement compréhensible quand on se met dans le contexte d'une espèce qui s'épanouit en tribu, donc au sein d'une société, et que notre appartenance à un groupe qui nous valide et qui trouve que ce qu'on fait, que ce qu'on dit, c'est bien et c'est dans les clous, c'est un vecteur important de survie. Donc moi, ma première recommandation, c'est de surtout pas ni le minimiser, ni le juger, ça. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure de la coque de plexiglas de honte. C'est à chaque fois qu'on se dit mais c'est ridicule, je sais que c'est qu'un post LinkedIn, ou c'est ridicule, je devrais pas, etc. En fait, on a créé un premier niveau de difficulté.
Donc la première chose, c'est d'abord de se rencontrer en se disant, évidemment, c'est pas du tout étonnant que ça soit difficile parce que je m'apprête à effectivement m'exposer au jugement d'inconnus qui peut-être vont me dire des choses qui vont pas me plaire ou vont pas me comprendre, etc. Donc et ensuite la question c'est de quoi est-ce que j'ai besoin comme réassurance venant de moi-même en premier lieu pour trouver cette force et ce courage pour exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. Et donc ça nécessite de se connecter. Alors dans la méthode Change ma vie, c'est vision, clarté, élan. Et donc d'abord se connecter à sa vision, c'est-à-dire se dire en fait si je remettre cette action qui consiste à écrire quelque chose, à publier sur un réseau social, on le fait pas juste parce que les copines le font, on le fait parce qu'on pense que c'est une marche en direction de quelque chose auquel on aspire. Et qu'en fait, on a, en tant qu'être humain, la capacité à mobiliser notre courage et notre audace à partir du moment où on a une bonne raison de le faire. Et donc, en fait, c'est si je me dis, oui, mais en fait, moi, c'est ça l'impact que je veux avoir, c'est ça que je veux développer, c'est ça que je veux construire. Et ça passe par le fait de tester des choses, d'écrire et de prendre certains risques. Et ben ça, en fait, on est beaucoup plus, on a beaucoup plus de facilité. Alors, pas forcément de facilité dans l'absolu, mais plus de facilité à mobiliser ce courage-là. Donc, vraiment, à chaque fois, se remettre dans le contexte de sa vision. Pourquoi est-ce que je me propose d'écrire ça ? Quel impact est-ce que j'espère avoir ? Et ça, l'avantage que ça a aussi, c'est que ça nous décentre souvent, et je pense que les personnes que tu accompagnes, enfin de ta communauté, c'est généralement il y a un plus grand pourquoi que juste je veux gagner beaucoup d'argent, même si gagner beaucoup d'argent c'est très bien, mais souvent ce sont des business à mission. Et donc en fait le fait de se dire oui mais en fait moi je cherche pas à faire des vues, je cherche pas à faire des likes. En fait les vues et les likes sont le sous-produit d'un message qui sera voilà, qui va toucher des personnes, qui va les faire réfléchir, qui va les faire réagir. Et donc en fait se connecter à ça permet de dépasser la peur d'être jugé ou d'être critiqué. Ouais, j'aime bien. Je trouve que c'est hyper puissant de se dire avoir des likes ou avoir de l'argent, qu'est-ce que ça va pouvoir me permettre de faire en plus, tu vois. Et ça, je trouve que c'est trop bien parce que effectivement, quand je creuse un petit peu toutes les femmes qu'on accompagne, souvent elles disent bah oui, moi je veux faire des likes, je veux augmenter mon chiffre d'affaires. Puis au final, quand tu leur demandes oui, mais pourquoi tu veux faire plus de chiffre d'affaires et que tu creuses, en fait, elles ont une raison de le faire. C'est par exemple, bah, si je fais plus de chiffre d'affaires, je pourrais enfin en fait, ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui sont sensibilisées. Tu vois, je prends l'exemple de quelqu'un qui irait dans les entreprises pour la RSE pour parler des femmes et pour empouvoir les femmes ou pour parler du sexisme. Tu vois, globalement, j'ai beaucoup de clients qui font ça. Et tu te vois que en fait, au travers de leur chiffre d'affaires, ce qu'elles veulent, c'est avoir un impact en entreprise parce que pour elles, ça veut dire plus de personnes qui sont sensibilisées, ça veut dire un monde qui change, ça veut dire changer le top management. Et finalement, se connecter à cette vision, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est déjà ça qui va te mettre en mouvement et te mettre en énergie, de te dire, je vais déployer tout ça, là, tous les matins, me lever, me poser, poster, écrire et tout. Ça permet de conditionner ton cerveau à déployer cette énergie. Exactement. Trop bien. J'ai deux autres questions sur ce sujet, parce que c'est des vrais blocages qu'on a. Souvent, il y a je suis perfectionniste. En fait, ce que je constate auprès des personnes qu'on accompagne, c'est que elles ont des bonnes idées, elles ont des bons posts, mais elles s'arrivent pas à appuyer sur le bouton publier parce qu'elles se disent c'est pas assez bien. Et le problème, c'est que ce sera jamais assez bien. Donc parfois, elles passent 4 heures à réécrire un post et elles ne le trouvent jamais assez bien, si bien qu'elles ont passé 4 heures à écrire un post qu'elles ne publieront jamais. Comment est-ce qu'on fait pour sortir du perfectionnisme, Clotilde ? Alors, c'est assez vaste Oui, je comme sais. question et en coaching, on accompagne beaucoup autour de ces problématiques parce que le perfectionnisme, en réalité, le sous-jacent, c'est toujours une forme de peur. C'est en fait, je pense que pour pouvoir être aimé, accepté, il faut rien de moins que la perfection. Et donc, la bonne question à se poser, c'est qu'est-ce que je pense qui va se passer si mon poste n'est pas parfait ? Et c'est ça qu'il faut aller voir parce que c'est avec ça qu'il faut trouver une forme de paix. C'est-à-dire se dire, effectivement, si mon poste n'est pas parfait, entre guillemets, je m'expose à tel ou tel risque ou tel truc qui pourrait ne pas me plaire. Et déjà ça, le mettre en lumière. Et ensuite, pour moi, une forme d'antidote au perfectionnisme, c'est d'être vraiment connecté à sa propre croissance. Et en se disant, en réalité, on ne
pardon, je repars en arrière. Souvent, les gens pensent que pour l'antidote au perfectionnisme, c'est de baisser ses standards. Et donc ça, quand on a des standards élevés, on se dit, bah moi j'ai pas envie de faire de la, et donc non, j'ai pas envie de lâcher Ouais. mon perfectionnisme. J'arrive pas à lâcher, Mais mais en réalité, les gens qui sont perfectionnistes, ce sont des gens qui arrivent bien à voir l'idéal, c'est-à-dire la version qui serait vraiment super, vraiment impactante, vraiment réussie. Et donc ça, on cherche pas du tout à le faire baisser ou à arrêter d'y penser. C'est simplement qu'il faut accepter que en chemin vers ça, il va falloir sortir des trucs qui seront pas à la hauteur. Et c'est simplement qu'il faut être en paix avec le fait que dans notre processus de croissance, d'apprentissage et d'expérience, et ben en fait, on peut pas monter l'escalier d'un bond. Il va falloir commencer par faire un poste pas super, et on va voir ce qui marche pas, il y aura des retours, on va y réfléchir, ça va décanter. Le deuxième poste, on va construire là-dessus. Mais si je reste au bas de l'escalier et que je refuse d'être vue sur les marches intermédiaires, et ben en fait, à aucun moment je n'arriverai en haut de cet escalier. trop Et donc, bien. moi, c'est ça que je trouve le plus utile, c'est de se dire, si vous êtes perfectionniste, bonne nouvelle, c'est que vous faites partie des gens qui, vous savez quel est l'idéal à atteindre. Donc, bravo, parce que tout le monde le voit pas, ça. Et c'est simplement qu'il faut, en écriture, on parle du shitty first draft. Et donc, c'est le premier jet pourri qu'il faut arriver à sortir, parce que si on sort pas le premier jet pourri, on n'a rien à améliorer, on n'a rien à, voilà, on n'a pas cette première matière qu'on peut modeler et affiner. Trop bien. J'adore Shitty First Draft, je le note. Euh, ok, trop bien. Merci. On arrive à la fin doucement de cet épisode. Qu'est-ce que tu pourrais donner désolée. Je pourrais donner un premier conseil qui est de s'assurer qu'elles incluent dans leur journée un moment pour dialoguer avec leurs doutes, pour en fait prendre conscience qu'il y a une partie d'elles qui doute, mais cette partie d'elles qui doute, c'est pas tout elles, et que c'est un personnage de leur petit théâtre intérieur à qui on peut tirer une chaise et voilà, avoir un dialogue, parce que cette partie-là qui doute, elle est pas débile, elle est pas stupide, elle est pas, voilà, il y a des doutes qui sont justifiés et qu'il faut prendre en compte. Donc ça, c'est la première chose, avoir une pratique de dialogue intérieur. Et donc ça, c'est beaucoup ce que j'explique dans la méthode Change ma vie, en fait, dans le livre. C'est comment, voilà, à quoi ça ressemble d'avoir des conversations avec ces parties-là de nous. Et l'autre élément que je voudrais apporter, c'est vraiment de se questionner sur la valeur qu'on s'accorde à soi. Parce qu'en fait, on est beaucoup à avoir finalement soudé l'idée de qu'est-ce qu'on vaut en tant que personne avec quelle est la valeur de ce qu'on fait, quelle est la valeur de, voilà, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a accompli, combien on a gagné, combien de likes on a. Et tant que cette articulation-là, elle est soudée, en fait, on sera toujours dans une espèce de quête éperdue à la perfection, la validation, et donc toujours dans la peur. Et donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir dissocier ça. Il y a qui je suis, comment je me parle, comment je valorise juste mes qualités intrinsèques et à quel point est-ce que je passe des bons moments avec moi-même. Donc ça, c'est une chose. Et puis, il y a par ailleurs ce que je fais avec mon énergie, mon cerveau, ce que je crée et à quel point ça rencontre une demande ou un marché, etc. Mais l'un ne conditionne pas l'autre. Et de travailler sur ces deux axes-là séparément. Ça me parle énormément parce que je pense que ma révélation de cette année, à un moment, j'ai vécu un moment assez dur au mois de novembre dernier et j'en ai pas mal parlé. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'avait mis dans cette sauce-là, c'était de relier ma valeur avec des indicateurs extérieurs. Parce que je suis quelqu'un qui a tellement de mal, je le dis moi, j'imagine que c'est le cas de beaucoup de femmes qui nous écoutent, mais en fait, j'arrive tellement pas à m'attribuer de la valeur que je vais toujours essayer de chercher des indicateurs externes à ma propre valeur, c'est-à-dire mon chiffre d'affaires, c'est-à-dire mon nombre de likes, c'est-à-dire le nombre de commentaires, et inversement proportionnel, le nombre de haters, le nombre de personnes qui vont venir me critiquer. Et tout ça, en fait, vient taper sur la valeur que je m'attribue, soit en positif, soit en négatif. Et quand il y a un des indicateurs qui soit tire vers le haut, soit tire vers le bas, mais en fait, je l'interprète comme une valeur de moi-même, ce qui n'est absolument pas le cas. Et ça m'a énormément aidé de dissocier ça. Et depuis, j'ai plus du tout ce problème, pour le coup. Et du coup, j'ai plus de problème à faire des posts qui décollent pas, à faire des mois où je fais moins de chiffre d'affaires. En fait, j'encaisse beaucoup plus facilement les échecs. Je suis devenue beaucoup plus antifragile.
Donc, merci, Ouais. ça me parle Et c'est énormément. vraiment, en fait, c'est beaucoup ça qu'on fait en coaching, c'est de créer ce socle intérieur sur lequel tu es bien stable, bien tranquille. En fait, être tranquille avec soi-même. Et puis ensuite, il y a ce que tu fais et ce qui se passe à l'extérieur. Mais le fait d'avoir comme si tu avais une sorte de maison intérieure à laquelle tu peux Ouais. revenir, où tu es toujours aimé, en Ouais. sécurité, stable, etc. Et c'est un petit peu les logiques d'attachement des enfants d'ailleurs. Hein. C'est plus t'as un attachement sécure dans ton foyer, etc. Plus t'es en capacité de prendre des risques, de sortir, Tout à etc. fait. Parce que tu sais que quand tu reviens, t'as tes parents, tu sais, qui te prennent dans les bras. Et voilà. Et donc, en tant qu'adulte, on peut recréer ça entre soi et soi, et vraiment, ça donne des ailes. Ouais. C'est un truc fou. Et moi, j'en ajouterai un troisième parce qu'en fait, aujourd'hui, tu nous as partagé énormément de valeurs. Donc, troisième conseil, tu as un livre qui sort bientôt qui s'appelle La méthode change ma vie. Et du coup, troisième conseil, allez acheter La méthode change ma vie de Clotilde Dussoulier, qui est aux éditions Robert Laffont. Robert Laffont. Et parce que voilà, sincèrement, ce que tu nous as partagé là, c'était full valeur pour avoir discuté énormément avec toi de coaching, de comment est-ce qu'on fait, comment on se positionne. Je suis moi-même allée dans ton podcast la semaine dernière. On se retrouve en ce moment tous les lundis avec Clotilde, c'est notre petit rituel. C'était vraiment full valeur à chaque fois. Et je pense que la croissance des entrepreneuses, elle passe de leur boîte, elle passe aussi par leur croissance personnelle, dans le sens où si aujourd'hui toi-même tu t'autorises pas à être plus visible, on travaille beaucoup sur ça chez Ramène ta fraise, mais finalement il y a des problématiques qui sont copywriting, mais je me rends compte qu'il y a des problématiques qui sont aussi liées au mindset et qu'il y a beaucoup de choses qui se débloquent par le coaching. Pour moi-même avoir été coachée l'année dernière, ça a changé ma vie. Donc vraiment, parfois quand votre activité galère, c'est aussi parce que vous-même, vous avez des choses en vous que vous n'avez pas totalement débloquées. Moi-même, je sais que je m'autorisais pas à faire plus, à gagner plus, parce que ça voulait dire A, B, C, D dans ma tête. Moi-même, je me disais, je m'autorisais pas à m'accorder de la valeur au-delà des facteurs externes que je pouvais avoir. Donc, je suis un pur produit coaching, j'avoue. Donc, je peux que vous encourager à soit aller écouter Clotilde dans ses épisodes de podcast qui sont juste absolument incroyables. Même ceux qui datent d'il y a quelques temps, ils sont top. Soit intégrer le programme Change ma vie mode d'emploi, ou dernière option, aller voir ton livre. On a fait le tour. Merci beaucoup, Nina. Merci pour ce moment passé avec toi et avec toutes les personnes qui nous écoutent. Merci pour ton invitation. Toujours chouette Question, de parler avec toi. question signature. Dans ta vie d'entrepreneuse, la vie d'entrepreneuse de manière générale, c'est des hauts, c'est des bas. Toi, Clotilde, personnellement, comment est-ce que tu fais pour garder la pêche au quotidien? Je fais très attention à mon niveau d'énergie et je me rencontre là où j'en suis. C'est-à-dire, je me force pas à faire des trucs qui nécessitent beaucoup d'énergie quand j'en ai peu. Et quand j'en ai beaucoup, je surfe sur la vague en me disant, voilà, j'en profite pleinement. Tu respectes ton énergie. Merci Clotilde pour le temps que tu as passé avec nous. On se retrouve très vite, pas lundi prochain parce qu'on a déjà fait le tour de nos podcasts mutuels. Et pour toutes celles qui nous écoutent, merci d'être resté jusque-là. Si vous avez aimé cet épisode, a priori, si vous êtes encore là, c'est que c'est le cas. Mettez un petit mot en commentaire. Dites-moi ce que vous avez préféré, ce que vous avez aimé. Dites-moi si vous avez des personnes que vous aimeriez que j'invite. Comme ça me fera un petit prétexte pour aller les pinguer et qu'on produire encore du meilleur contenu pour vous. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode de Garde la pêche, ramène ta fraise. Merci Nina. Salut Clotilde.